Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du TCO 620. Et aujourd'hui, la vidéo portera principalement sur les généralités du Costa Rica. C'est un grand plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup d'être là, encore une fois. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Donc, il s'agit d'une vidéo très importante, parce que même si on a déjà étudié un peu l'histoire du Costa Rica, la culture du Costa Rica et quelques particularités du tourisme, il est très important de pouvoir aussi connaître quelques généralités quand nous allons travailler avec les secteurs francophones. Parce qu'on nous pose toujours beaucoup de questions, en fait. On nous demande, mais, comment est-ce que ça marche, par exemple, la démocratie de votre pays? Les gens savent justement que le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale qui est situé justement entre le Nicaragua et le Panama et qui est bordé justement de l'océan Pacifique et des Caraïbes également. C'est un pays qui compte de plus de 51 000 kilomètres justement et que la capitale est justement Saint-José, comme ils le disent. Mais en ce qui concerne la démocratie, les gens ne savent pas vraiment qu'il s'agit d'un pays avec un oasis de démocratie par excellence. Les gens ne savent pas que ce petit pays d'Amérique centrale n'en finit pas d'étonner justement plusieurs. Et en fait, même s'il s'agit d'un pays qui est un peu plus grand que la République dominicaine, il est considéré comme une démocratie justement assez vieille, la plus vieille, si on peut dire, et la plus stable de l'Amérique latine. Bien sûr, on a justement par voisins limitrophes le Nicaragua et le Panama, et on se distingue de l'ensemble des autres pays de la région, justement parce que ces régions étaient secouées par de sérieux problèmes structurels et surtout par des importantes inégalités sociales. Donc, chez nous, on peut dire qu'il y a une ère de démocratie pacifique qui a commencé avec les sélections en 1899, 1899, qui étaient jugées à l'époque comme les premières vraiment, justement, votations libres et honnêtes pour toute l'histoire du pays. Et la tendance a été maintenue justement pendant des années et des années, sauf quand on a eu justement un épisode assez triste, c'était la période entre 1917 et 1919, durant laquelle Federico Tinoco est devenu gouverneur du pays, justement en dictateur. Et après, en 1948, alors que Figueres Ferrer a justement fait, dont on parlera un peu plus tard, il y a eu un soulèvement armé dont justement la l'appelait d'une élection présidentielle. Donc il y a eu justement une guerre civile qui éclata à cette date-là, faisant plus des centaines de morts. Et bien sûr, il s'agissait à l'époque d'une guerre plutôt sanglante qui n'a pas duré longtemps. C'était justement l'événement le plus sanglant de notre histoire. Et au cours de ceci, on a eu justement une junte victorieuse qui a été rédigée. Et il y a eu une nouvelle constitution qui garantissait les élections libres au suffrage universel et bien sûr l'abolition de l'armée dont on parlera un peu plus tard. Donc, il faut dire que le Costa Rica est le premier pays à avoir une constitution, à avoir constitutionnellement supprimé justement l'armée, mais qu'il s'agissait aussi d'une stratégie. Alors, on va dire justement que le Costa Rica est une république démocratique avec un système très solide, des freins et justement des contrepoids constitutionnels et les pouvoirs exécutifs est confié à un président, ce qui nous différencie d'autres pays, par exemple la Suisse, où ça marche différemment. Et le président de notre pays est élu par un mandat qui va être renouvelable dès 4 ans. Ce mandat coïncide avec celui du Parlement et les structures de ces derniers est de type justement monocaméral. Donc il y a une seule chambre portant le nom d'une assemblée. C'est ça, ce sont les petits détails que les gens ne connaissent pas vraiment. Bien sûr, ils savent que nous sommes un pays très riche au niveau des biodiversités, que nous sommes un pays qui est très connu par rapport à toute la flore et la faune. Les gens pensent qu'on a les 5% de la biodiversité mondiale, donc il faut faire attention avec ces détails. Des fois, il y aura des documents qui vont dire plus ou moins. Ça peut être les 3% de la biodiversité, de 3 jusqu'à 5, c'est plus ou moins ce qui est écrit dans les documents officiels. Et oui, c'est très bien, on est très riche au niveau
des terres. On a des terres très fertiles, on a des précipitations très fréquentes et c'est un pays qui est justement très réputé par rapport à l'agriculture et à sa manière de vivre. Donc je vous disais justement que je vous parlerai également de ce qui est l'armée costa-ricaine que vous connaissez, ce monsieur qui se trouve sur cette photo. Et vous savez justement qu'il s'agit d'un président qui a fait justement abolir ou arrêter l'armée en 1948. Et on est justement connu grâce à lui, à José Figueres Ferrer, qui était justement le leader du Parti de libération nationale de l'époque et qui est devenu un héros national et remporta justement en 1953 la première élection en vertu de la nouvelle constitution. Mais justement, il faut faire attention. Donc, on sait très bien qu'en 1948, il y a eu une guerre et cette guerre a fait justement rage. C'était une année où il y a eu une fraude électorale et ceci a justement, on peut dire, fâché le peuple costaricien. Et il y a eu des mouvements contestataires à cette époque. Le favori, justement, était un autre gouverneur. Et lorsque l'État a détruit les bulletins des votes pour empêcher toute vérification, Monsieur Ferrer, qui était connu sous le nom d'On Pépé, il a monté une révolution suite justement à plusieurs mois de combats dans la capitale et où il y a eu plusieurs morts. Son armée, justement, la Légion des Caraïbes, a renversé le gouvernement en place et en décembre de cette année, il déclara la démocratie de son pays ainsi que la révolution de l'armée. Il s'agit justement de quelque chose qui est arrivé tout la première fois tous les pays du monde. C'était le premier pays qui décida de faire ainsi et à prendre justement une décision aussi importante. Aujourd'hui, le Costa Rica est suivi par une vingtaine d'États qui ont fait le choix de dissoudre leurs troupes et réinvestir l'argent de l'armée dans d'autres domaines. Au Costa Rica, on dit qu'on investit l'argent qui n'était pas pour l'armée ou qui n'est plus pour l'armée depuis 1948, pour l'éducation, pour la santé ou autre. Mais il faut aussi faire attention avec les discours qu'on raconte, parce que les choses ont changé. Est-ce qu'on utilise encore cet argent pour cela? Donc c'est à vous de réfléchir avant justement de répéter ce que vous entendez sur cette vidéo. Il faut être aussi, il faut réfléchir avant de partager ses connaissances. Et puis, parlons également justement, maintenant on change un peu. On a parlé de l'histoire du Costa Rica, on a parlé des peuples autochtones, on a parlé aussi de la richesse culturelle, mais parlons de ce qui est notre géographie et quelques paysages du Costa Rica. Donc, on sait très bien que en traversant le Costa Rica du nord au sud, il y a plusieurs cordillères qui vont créer une barrière naturelle entre justement et qui vont diviser le pays en deux, c'est-à-dire entre les Caraïbes et les plaines littorales du Pacifique. Alors, pour s'y faire, on va commencer justement un peu à découvrir ce qui est la vallée centrale. Qu'est-ce que c'est que la vallée centrale? On peut dire que la vallée centrale, c'est justement ce qu'on considère comme le haut plateau. C'est une terre très fertile et qui a justement une altitude moyenne de 1400 mètres. Cette partie du Costa Rica bénéficie d'un microclimat qui est adapté à tout ce qui est la culture du café et les productions d'autres fruits également. C'est ici où se trouve la majorité des habitants du Costa Rica à la vallée centrale, parce que le Costa Rica compte des 5 millions d'habitants, plus ou moins, dont plus de 10 millions se trouvent principalement dans les sols de la métropole, c'est-à-dire de notre capitale, près de la vallée centrale. Justement, vous connaissez très bien, c'est là où se trouvent Alajuela, San José et Cartago, ce qui est considéré comme la vallée centrale. Après, bien sûr, il y a d'autres zones très importantes. Nous, on peut parler justement des cordillères du nord, des cordillères du sud. Et c'est justement une petite chaîne de montagnes dont je vous montrerai la photo par la suite, qui divise le pays. C'est qui nous
justement, qui nous est très important au niveau de nature, le fait de pouvoir avoir une chaîne des montagnes qui va non seulement avoir de différentes hauteurs, mais aussi qui va empêcher, par exemple, les puits des Caraïbes continuer vers le Pacifique, va faire que notre pays soit bénéficie par justement deux zones différentes, avec des climats différents, avec des régions différentes. Et nous savons aussi le fait d'avoir un littoral, par exemple le Pacifique, c'est un littoral beaucoup plus sec comparé au littoral des Caraïbes, c'est des terres très très humides. Et cette cordillère, cette géographie, c'est justement issu de la rencontre de deux plaques continentales sur la ceinture de feu du Pacifique. Et tous ces terres, justement, se sont hérissées justement en volcans. On dit que le Costa Rica compte plusieurs centaines de volcans. Il y a des documents qui vont dire qu'il existe 116 volcans. Il y a d'autres documents qui vont plutôt donner un chiffre entre 400 volcans parce qu'on va compter les volcans éteints ou les volcans qui n'ont jamais été, par exemple, en éruption. On va pas parler que des volcans actifs, on va parler d'autres sortes de volcans de vieilles terres. On a tout au nord la cordillère justement du Guanacaste, et c'est celle-ci qui forme la chaîne la plus ancienne des montagnes jusqu'à l'ère tertiaire. Puis, on a également la cordillère de la vallée centrale, et puis la cordillère la cordillère centrale, c'est justement l'enfilade des volcans qui est encore plus impressionnante, parce que ça va jusqu'à la capitale, et c'est ici où on trouve les volcans les plus actifs, par exemple le volcan Irazu, à des 3400 mètres, ou de plus de 3400 mètres, qui est en plus du cratère principal. Et si vous avez déjà fait visiter ce volcan, vous allez voir que son activité change constamment. Après, on a également le volcan Turrialba, qui compte de 3340 mètres. On a aussi, dans la vallée centrale, le volcan Poas. Et il s'agit justement d'un volcan qui fait le plus de 1700 mètres, mais qui compte l'un des cratères les plus grands au monde, avec plus de 1,5 km de diamètre. Et si vous avez déjà visité ce volcan, vous pouvez voir que là, il se niche un lac acide sulfurique qui peut atteindre des températures entre 50 et 80 degrés. Et il s'agit justement du volcan Poas, l'un des volcans les plus actifs, justement, de tout le volcan du Costa Rica. Après, quand on continue, on va voir, donc ça c'était plutôt ce qui concerne la vallée centrale. Donc, quand on parle des cordillères, on va tout au nord, on a les volcans de Rincon de la Vieja. Ensuite, un peu plus bas, dans la cordillère de Guanacaste, également côté de Miravalles de Norio, il y a aussi le volcan Arenal. Et comme je vous ai dit, justement, on a ces volcans que je viens de mentionner, donc le Poas et Turrialba Irazu, et tout au sud du Costa Rica, nous avons la cordillère, Cordillera de Talamanca, qui a plusieurs sommets de plus de 3000 mètres, par exemple le Cerro Chirripó, et il s'agit justement de la partie la plus haute de notre pays, avec plus de 3820 mètres. Il s'agit justement d'une montagne d'origine volcanique ancienne. Elle est redressée au gré de la rencontre des plaques continentales avant de suivre une éruption justement glaciaire. C'est justement l'endroit que tout le monde peut visiter parce qu'ici, il y a un type de forêt, ce qu'on connaît comme la forêt de Paramount, qui est très riche et qui est particulière à notre pays. Et puis, on dit justement que le Costa Rica fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Donc, on peut se dire qu'on ne peut pas comprendre la géographie du Costa Rica sans évoquer les forces telluriques, parce que c'est justement toutes ces chaînes de volcans que vous voyez tout en rose. Et on voit un peu comment tout ceci s'est formé pendant des années et des années. Donc, c'est tous ces volcans, toute cette chaîne de volcans qui ont patiemment façonné le pays et l'isthme justement de l'Amérique centrale. Et il s'agit d'une chaîne de montagnes qui va faire plus de 1000 km du nord-ouest au sud-ouest. C'est une longue passerelle de terre qui va relier les deux Amériques et
justement, et c'est grâce à ceci qu'il y a des mouvements des plaques tectoniques. Donc, nous savons également, on peut dire que c'est grâce à cette ceinture de feu qu'on aura une sorte d'épine dorsale de l'Amérique centrale. Cette épine, il y aura justement des tremblements de terre qui sera secouée par des séismes très récurrents et des fois dévastateurs, parce qu'il y a plus, dans toute cette aire de feu de Pacifique, il y a plus de 300 volcans, on parle justement de l'arc volcanique de l'Amérique centrale. Donc, au large, justement, à côté Pacifique, c'est creuse un contrepont. Donc, il y a une fossée océanique mésoaméricaine. Et on peut dire justement que la ceinture de feu du Pacifique est un alignement des volcans qui bordent l'océan Pacifique sur la majeure partie de son porteur, qui en fait plus de 40 000 km. Et on y trouve ici, donc comme vous pouvez peut-être le remarquer sur cette photo, on y trouve environ les 60% des volcans actifs émergés de la planète. Alors, mais bon, il ne faut pas avoir peur. Il y a ce volcan aussi au Costa Rica, mais le volcan ne sont pas des choses négatives. Les volcans vont nous apporter aussi des richesses, des minéraux, des terres fertiles, et ceci va nous permettre aussi d'avoir une agriculture très fertile. Après, on peut dire, je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce qui est les écosystèmes du Costa Rica, ce sera justement un thème à part dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais il faut quand même faire mention, le Costa Rica a une biodiversité étonnante qui doit beaucoup à la grande variété d'écosystèmes rencontrés justement à travers les pays. On a les différentes zones, donc comme vous le voyez sur cette carte, il y a des différentes couleurs. Chaque couleur va faire référence à une zone climatique différente et un type principalement, plutôt un type de forêt différente. Donc nous avons au Costa Rica 12 zones climatiques différentes, déterminées principalement par les régimes des pluies, et c'est ça aussi qui va déterminer le type de forêt, et ceci sera justement accompagné de l'altitude où se trouve ce type de forêt, ce type d'écosystème. Ces zones vont être des niches biologiques qui vont permettre à des espèces différentes se situer, vivre. Par exemple, nous avons tout au nord, dans la partie un peu plus verdâtre, obscure, nous avons la forêt secondaire. On a aussi la forêt plutôt ce qu'on connaît comme une forêt beaucoup plus âgée, c'est-à-dire une forêt qui était protégée. On a un peu plus clair ce qu'on connaît comme les terres humides ou les plaines humides. Et c'est ici où on va trouver une quantité d'espèces qu'on trouvera par exemple pas ailleurs. Et je vais mentionner justement le páramo. C'est cette partie qui se trouve près de la cordillère de Talamanca, toute claire, qui est une forêt où il fera très froid, où il y aura beaucoup plus d'humidité, où il va pleuvoir très constamment. Donc, par exemple, juste pour faire un exemple, je vous parlerai de la forêt tropicale. On a la forêt tropicale qui est très connue. On dit que la forêt tropicale est un véritable poumon de la planète. C'est justement un réservoir de vie et qu'elle abrite justement plus de la moitié des espèces végétales et animales du monde. Donc, on a la forêt tropicale basse, que justement, ce sont des terres qui vont avoir un biotique. C'est l'endroit c'est l'endroit le plus riche de toutes les espèces de plantes et des amphibiens et des reptiles. Et il fera dans la forêt tropicale basse, plutôt au sud du Costa Rica, il y aura par exemple des températures qui vont être toujours entre les 24 et 25 degrés. Après, tout au nord, ce qui est la région de Guanacaste, nous allons avoir comme ça vous pouvez voir plus par cette donc la partie de Guanacaste, nous allons avoir une forêt plutôt sèche, la forêt tropicale sèche. Après, nous avons les forêts tropicales humides. Tout au milieu du Costa Rica, vers les Monteverde, nous allons avoir les forêts des nuages. Et plus haut encore, justement, la forêt des páramos. Et puis, c'est important aussi de dire, bien sûr que les gens savent que notre pays est un pays démocratique, mais qu'il y a une division administrative, c'est-à-dire que le Costa Rica va se diviser en 7 provinces différentes,
Cette provinces différentes vont avoir chacune ses particularités. Nous avons le Guanacaste, Alajuela, Heredia, Cartago, Limón, Punta Arenas, justement notre capitale San José. Et il faut connaître plus ou moins quels sont par exemple, quelle est l'activité économique de Guanacaste? Est-ce que ça va être que le tourisme? Est-ce que ça va être les communications? Donc, tout ceci, ce sont des questions qu'on va justement nous poser à chaque fois. Et il est important de dire justement que le Costa Rica va avoir cette division administrative qui, il y a plus de 80 cantons différents, que chaque canton va avoir aussi son administration, c'est-à-dire la mairie qu'on trouve dans chaque canton. Et il y aura des écoles, il y aura tout un système qui fonctionne. Donc ça, c'est une des choses qu'on nous demande tous les temps. Est-ce qu'à Guanacaste, dans cette province, comment est-ce que ça va marcher au niveau administratif? Quels seront par exemple les partis qui vont attirer le plus ou le moins l'attention des personnes qui sont là? Donc on va justement, il faut connaître ceci. Et il faut savoir quel est, par exemple, à Cartago, est-ce que le Cartago va se différencier des Punta Arenas? Bien sûr, on peut parler du climat de cette région, on peut parler de l'activité économique de cette province, principalement le fait qu'il s'agit d'une province qui vit principalement de l'agriculture. Et on va aussi dire que à San José, par exemple, se trouvent les universités les plus importantes du pays. Et toutes ces petites choses que peut-être pour nous sont évidentes, ben, ce n'est pas si évident pour le reste des personnes qui nous visitent. Et c'est très important justement de connaître ceci, de savoir de quoi il s'agit et de pouvoir parler, de pouvoir partager cette connaissance avec les personnes qui nous visitent, de pouvoir dire que dans les 7 provinces, la capitale est San José. Il y a aussi la province d'Alajuela, Cartago, Heredia, Punta Arenas, Limón. C'est 82 cantons, mais qu'il y a aussi 484 districts. Et qu'il s'agit d'un endroit libre, indépendant, dont la langue officielle est l'espagnol, mais on peut aussi partager le fait qu'à l'école, on apprend de différentes langues. Donc, ce sont des choses qui vont intéresser les personnes qui nous visitent, peu importe la langue qu'ils parlent. Et on a déjà parlé un petit peu de l'héritage culturel et justement aussi de l'héritage des peuples autochtones. Vous savez très bien que nous avons une richesse énorme, qu'il y a eu plusieurs vidéos par rapport à ceci, qu'on parle plusieurs langues dans le pays, pas seulement l'espagnol, qu'il y a les 8 ethnies différentes qui se trouvent dans des différents territoires du Costa Rica, donc 4 territoires différents, qui partagent quelques caractéristiques, par exemple les groupes autochtones qui se trouvent dans les Caraïbes, qui vont partager certaines choses, comme leur dieu, des fois leur cosmovision. On peut aussi parler de l'énorme héritage que nous savons grâce à la province de Guanacaste ou à la province de Limón. D'un côté, par exemple, le Pacifique, avec cette richesse des danses, de folklore, de musique, la marimba et aussi la gastronomie. Également pour le côté Caraïbe, on peut parler justement des personnes, des Afro-Costariciens et tous ceux qui nous ont hérité au niveau culturel. Mais il faut aussi connaître un peu plus des choses qui vont au-delà. C'est aussi important de faire mention à ce qui est les emblèmes du Costa Rica. Donc là, j'ai une petite photo. Donc nous savons très bien qu'on a une vingtaine d'emblèmes dans notre pays, dont le drapeau, l'hymne national, différentes fleurs, différents animaux. Et je vous partage un peu plus d'informations de chacun. Donc cette vidéo porte
aussi principalement sur cette partie parce que des fois on nous demande quand on est guide touristique ou quand on travaille dans le tourisme, ah, quel est l'emblème du Costa Rica? Et les gens nous disent, ah, l'emblème du Costa Rica, c'est une grenouille ou des choses comme ça. Les gens pensent parce qu'il y a des photos qui circulent sur le web, mais ils ne savent pas vraiment quels sont les emblèmes officiels. Donc en parlant d'emblèmes officiels, dans notre drapeau, qui a été inspiré par les couleurs et les idéaux de la Révolution française, il a été conçu par Pacifica Fernández Oriamuno, qui était la première dame en 1848, et justement, notre drapeau national a été déclaré symbole national cette année-là. Après, nous savons les boucliers du Costa Rica, qui a été créé à l'origine et déclaré symbole national également en 1848, aux côtés du drapeau du Costa Rica. Et puis, justement, le bouclier ou l'escudo national, c'est synonyme d'emblème ou d'armoire, a subi certaines modifications au fil des années. Les éléments clés de la géographie, donc on voit les montagnes, on voit aussi les progrès socio-économiques, et il y a eu également des valeurs patriotiques qui étaient représentées dans cette image unificatrice. On a aussi notre hymne national, l'hymne national du Costa Rica. Donc près d'un siècle après que la musique ait été composée et interprétée pour une occasion internationale de bon augure, le hymne national du Costa Rica a atteint le statut de symbole national officiel en 1948, donc 100 ans après le bouclier et également notre drapeau. Le 11 juin 1852 a marqué la première représentation de l'hymne national pour les diplomates en visite des États-Unis et Angleterre. Le président Juan Rafael Mora Porras a eu l'idée cette année-là de demander au directeur de la musique militaire Manuel María Gutiérrez de composer la musique justement à cet effet pour recevoir ces personnes importantes. Ce n'est qu'en 1903 que les paroles actuelles ont été écrites comme l'entrée gagnante du concours de Maria Sullivan. Donc, la Guayamora, il s'agit, vous savez qu'au Costa Rica, on a une richesse, une biodiversité incroyable. Nous avons plus de 1500 espèces différentes d'orchidées et on a la chance d'avoir une fleur, une orchidée, considérée comme fleur nationale. Donc, on a associé à la beauté des dames du Costa Rica la beauté de cette fleur, la précieuse fleur pourpre. Elle orne les autels des églises pendant le carême, principalement en lien avec sa couleur violette. Ainsi qu'elle est des bâtiments, les murs, les arbres où elle pousse. Donc il s'agit d'une épiphyte qui va pousser sur des troncs des arbres ou autres, mais qui est en voie de disparition parce que beaucoup de gens ont commencé justement à prendre ces orchidées à l'égard de chez eux et pas vraiment dans la nature. Donc il est cet élément, cette orchidée est considéré comme un symbole traditionnel de chance, de paix, d'amour, d'espoir et d'harmonie. Nous avons aussi l'arbre du Guanacaste. Il est devenu emblème du Costa Rica en 1959. Son nom vient de la langue nahuatl, des mots huaytili et arbre et nazcatl, qui veut dire oreille, donc c'est-à-dire l'oreille, l'arbre aux oreilles, parce que le fruit, il ressemble à une grande oreille soit d'une personne, soit une oreille d'un animal. Donc il devient le symbole du pays après que la province de Guanacaste ait décidé de son adhésion au reste de l'État. Et le décret numéro 7 a été publié le 31 août de 1959, qui l'officialise comme arbre national. Donc, très important, très intéressant, c'est aussi un arbre qui est protégé parce que ça donne l'ombre aux animaux qui viennent se protéger du soleil. Donc, tout le bétail sera protégé. C'est un arbre qui attire énormément d'animaux, d'oiseaux, principalement le perroquet. Et attention, parce que c'est un arbre qui a été aussi utilisé pour pêcher. Donc, c'est un arbre qui est dans la sève a une certaine toxicité. Et si on l'utilisait, on pouvait jeter les troncs et avoir de la sève de cet arbre. Ça pouvait endormir les poissons quand on voulait justement pêcher de manière plutôt artisanale. Et nous avons le merle fauve. C'est un oiseau vénéré pour son beau chant plutôt que pour sa couleur, tel que vous le voyez. C'est un oiseau qui est plutôt pâle, pas très coloré. Hein, si on le compare, si on fait une comparaison avec les toucans, avec les toucans ou avec les haras du Costa Rica.
mais il a été justement désigné oiseau national en 1976, car grâce à ses vocalisations mélodieuses, donc il chante très très bien, comme le merle d'Europe, comme le merle d'ailleurs, mais ce oiseau, il nous indiquait que la saison des pluies était à venir. Donc les costariciens de l'époque, ils savaient que s'il y avait de la pluie, il allait avoir une récolte très importante, et en plus d'être un symbole de la fertilité et de la terre dans ce sens, il représente l'humilité et la nature laborieuse de costariciens des endroits plutôt ruraux. Il y a également la carreta de bueyes ou les charrettes à bœuf. Euh, Ces charrettes sont tractées justement par les animaux et qui servaient autrefois à transporter le café et justement des plantations vers les cafetaleros. Donc ces charrettes étaient décorées et ont été classées au patrimoine mondial. Et désormais, elles servent aussi, surtout maintenant, de nos jours, on va voir, c'est plutôt pour transporter des touristes qui veulent se faire des photos avec. Et il s'agit de l'un des symboles nationaux du Costa Rica parce que cette charrette va représenter le travail, l'humilité et la patience, le sacrifice et la persévérance dans la quête pour atteindre les objectifs du peuple costaricien. On a également un autre animal qui fait partie des emblèmes du Costa Rica, c'est le cerf de Virginie. Il s'agit de l'une des 38 espèces du cerf de Virginie existantes. Il est devenu emblème national en 1995 et on le retrouve deux fois sur les billets de Banque des 1000 colonies. Des efforts de conservation ambitieux ont sauvé le cerf de Virginie de presque l'extinction due à la chasse illégale et justement au fait qu'on avait détruit son habitat. On le trouve maintenant principalement dans la région du parc national de Santa Rosa à Guanacaste et des fois à Punta Arenas. Cette créature est séduisante et est devenue les premiers symboles nationaux de la faune de notre pays. Nous avons aussi la marimba, ou le marimba, comme disent certains francophones. Il s'agit d'un instrument de musique nationale qui était déclaré comme emblème en 1996. Et le marimba est un doux symbole des cultures et des traditions qui transcendent les générations. Il s'agit d'un instrument à percussion à mi-chemin entre l'orgue et les xylophones, relativement grand et qui peut mesurer même plus que 2 mètres. C'est ainsi que plusieurs marimbistas ou musiciens vont jouer simultanément sur le même instrument. Et ils utilisent habituellement plusieurs bâtons, parfois plusieurs dans chaque main, et jusqu'à 6, donc 3 dans chaque main. Il s'agit d'un emblème qui est lié à l'héritage de la musique traditionnelle du Costa Rica, surtout aux festivités folkloriques. On a un autre symbole, ou un autre emblème, c'est la torche de l'indépendance, et qui était déclarée symbole national lors des célébrations de la fête de l'indépendance le 15 septembre 2005. Et cette torche va représenter les idéaux de la liberté et la souveraineté qui unissent le Costa Rica à ses pays frères d'Amérique centrale. Chaque année, en prélude au jour de l'indépendance, la torche est allumée et est transportée à pied de la frontière nicaraguayenne à Cartago, et qui était également la capitale à l'époque justement de l'indépendance. Donc pas la capitale maintenant, la capitale que nous savons maintenant c'est San José, mais bon, c'est juste un symbole. Et l'encouragement du relayeur dans chaque ville passe donc tout le long du chemin et au moment fort de cette célébration patriotique, donc quand on sépare la torche de l'indépendance. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la première fois que nous avons un relief du pays qui devient un emblème. C'est un emblème extraordinaire de la richesse naturelle et écologique du Costa Rica. Ils ont été nommés emblème national en 2011 et c'est le premier site touristique à être nommé comme symbole. Et également, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces formations rocheuses sont très accidentées et elles se trouvent dans les montagnes de Talamanca. En outre, nous savons le lamantin, ce grand mammifère qui est en voie de disparition. Justement, on a eu sa reconnaissance en tant que symbole national en 2014. C'était principalement pour envoyer un message vital sur l'héritage du Costa Rica en matière de conservation des espèces menacées. On voulait dire que les espèces marines sont complètement vulnérables et qu'elles méritent autant d'attention protectrice que la faune terrestre, en particulier lorsqu'elles sont menacées d'extinction, comme justement cet animal. Et puis, on voulait aussi éduquer justement la population locale
principalement les gens qui habitent vers les Caraïbes, Tortuguero ou autres, et les générations les plus jeunes pour pouvoir sauvegarder les espèces en danger. Donc il reste très peu de lamantins ou des trichecos et manatus dans le monde. Et aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de le voir, que ce soit à Costa Rica ou ailleurs. Au Costa Rica, on peut les trouver à Tortuguero ou dans les fleuves de San Juan, au nord du pays ou même au sud. Il y a aussi Vergando Manzanillo. On a les sphères de Dickies. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter, de justement aller dans ces sites quand les anthropologues étaient en train de nettoyer ceci et de découvrir des grandes sphères. Et j'étais impressionnée par la taille. Donc, il y avait des sphères qui pouvaient faire plus de 2 mètres, voire 3 mètres. Il s'agit des sphères précolombiennes qui sont des artefacts fascinants qui se trouvent dans tout le sud du Costa Rica, étant également classés patrimoine de l'humanité en 2014 et sont considérés une pièce fondamentale de l'histoire amérindienne. Il s'agit d'un ensemble de sculptures en pierre trouvées dans le delta de Liquis, entre les fleuves de Terraba et Sierpe, et des sphères qui ont été fabriquées par les cultures précolombiennes entre justement 300 après Jésus-Christ et peu avant dès l'arrivée des colonisateurs. Elles s'étaient fabriquées à partir des pierres volcaniques locales comme les granits, les gabbros, les basaltes et d'autres types de roches très dures. Les archéologues, euh, justement en étant là-bas, ils ont constaté que ces sphères ont été sculptées à la main à l'aide d'outils en pierre, et ceci va témoigner de l'ingéniosité et des compétences techniques des anciens habitants de la région. On peut trouver également des petites sphères qui vont du 20 cm à du mètre demi, et une sphère, ça peut peser plus de 16 tonnes. Et puis maintenant, nous avons aussi un autre élément très important de notre culture, c'est le théâtre national. Et il s'agit d'un monument qui a orné le paysage architectural de la capitale pendant plus de 120 ans. Et notre théâtre national du Costa Rica a été désigné comme symbole national ou comme emblème national en 2018. C'est l'icône de la prospérité du boom du café à la fin du 19e siècle, qui a mérité justement son joyau de la couronne, l'identité dès le début en tant que néoclassique chef d'œuvre. Il était fait en marbre italien, et on dit que Fosse de Goethe était la représentation inaugurale du théâtre lorsque ses portes se sont ouvertes en grande pompe le 21 octobre 1897. Nous savons, justement, pour moi c'est très important parce que j'ai rafale du café. Donc le café fait maintenant aussi partie d'emblèmes du Costa Rica. Donc il a fallu un temps remarquable, long, pour que le grand doré de notre pays obtienne le statut de symbole national. Il a obtenu son statut le 28 juillet 2020, et nous savons, entre autres, justement, tous les symboles qu'on a mentionnés. Et les représentants des secteurs de l'éducation et du café se sont joints aux responsables législatifs et municipaux lors d'un événement d'actualité reconnaissant l'importance de cette plante, de ces produits du café, pour le développement économique, social et culturel du pays. Et on a très lentement qui arrive le paresseux. Le paresseux devient le nouveau symbole national le 12 octobre 2021. Et ce sont justement les deux paresseux qui font partie de ceux-ci. Donc ces deux mammifères, le paresseux à 2 doigts, paresseux de Hoffmanni, et le paresseux à 3 doigts, et qu'on connaît comme le paresseux varigatus. Et il s'agit justement des deux des 6 espèces de paresseux dans le monde. Bien sûr, quand les gens viennent ici, il est très important de dire au Costa Rica, donc maintenant on a appris par rapport aux généralités, par rapport aux emblèmes nationaux, mais il faut aussi connaître un peu ce qui est le climat du Costa Rica, et de dire, d'être fier qu'il s'agit d'un climat tropical où nous serons une saison sèche, une saison humide, ou qu'on connaît comme la saison de pluie, que le Costa Rica va avoir justement l'opportunité d'avoir ces deux versants. Donc il y aura des moments dans le Costa Rica où il va pleuvoir plus dans la côte pacifique, et d'autres comme les Caraïbes où il va pleuvoir moins quand il pleut dans la côte pacifique. Donc quand le touriste vous demande ah mais c'est quand que je dois aller au Costa Rica, on peut dire que on peut venir presque toute l'année, qu'on aura une saison de pluie plus marquée d'un côté, dans une région, une saison de pluie plus marquée dans l'autre, mais que le Costa Rica peut se visiter tous les longs de l'année.
qu'on a justement des différents secteurs climatiques entre Saint-José et puis la vallée centrale, où il fait frais presque toute l'année, la côte des Caraïbes, où il y aura une humidité de plus de 90%, également dans le Pacifique du Sud, mais qu'on aura par exemple une météo plutôt sèche dans les Guanacaste à partir de janvier, février et mars, entre autres. Puis, on peut dire aussi que l'éducation de notre pays est gratuite, qu'on a un pays qui se développe principalement autour du tourisme et de l'agriculture, que nous avons quand même des transports publics à se développer, même un train à Saint-José, et que nous avons de différents ambassades et consulats, plus d'une centaine dans notre pays. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci beaucoup.